Voilà, je vais vous présenter donc une recherche comparative que j'ai intitulée Des mini-publics délibératifs pour sauver le climat, point d'interrogation. Et je précise que je ne donnerai pas une réponse définitive à cette question. Et donc le sous-titre, c'est Analyse empirique, on pourrait dire comparative de l'Assemblée citoyenne irlandaise et de la Convention citoyenne française. Donc je vous ai mis une photo de la dite Assemblée citoyenne irlandaise que vous voyez au-dessus. Alors, si mon PowerPoint fonctionne, il faudra qu'il fonctionne. Ah, voilà. Donc, la première question qu'on peut se poser en introduction, ce serait de se poser la question du retour du tirage au sort, qui est donc de plus en plus mis en avant comme étant une façon de revitaliser la démocratie, mais également de revitaliser l'écologie potentiellement. Donc là, je vous ai mis des photos des différentes assemblées. On a beaucoup dit que la Convention climat était une première mondiale, une innovation radicale, etc. Moi, je considère quand même qu'il faudrait réintroduire cette expérimentation précise dans une histoire un peu plus longue, que je vais présenter ensuite. Là, je vous ai mis donc l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, le G1000 belge, l'Assemblée islandaise, et puis des pratiques de tirage au sort qui ne sont pas de nature délibérative, mais au Mexique, avec le parti Morena, qui est à l'heure actuelle le parti majoritaire au Mexique. En termes donc du retour du tirage au sort, il faut comprendre que le contexte, c'est une crise des institutions électives. Il y a une crise de confiance qui s'exprime par un certain nombre d'indicateurs, le taux d'encartement, le taux de défiance envers les partis politiques et les hommes politiques, mais un certain nombre d'activistes, de chercheurs, de militants mettent aussi en avant le piège du court terme et les intérêts privés. Le gouvernement électif ne serait pas en état de pouvoir adresser des enjeux comme le changement climatique à cause de ses intérêts de court terme, et du fait qu'on doit se faire réélire, donc avoir un bilan au bout de 4 ou 5 ans, et donc on ne peut pas mettre en avant des politiques dont les effets seraient sentir à 50 ans, à 60 ans, etc. Ainsi, il y a des propositions qui émergent pour avoir des représentants non élus, donc potentiellement tirés au sort, mais il y a aussi des propositions pour avoir des experts dans ce qu'on pourrait appeler une épistocratie, pour défendre les générations futures qui, elles, de toute façon, ne peuvent pas voter. La théorie du gouvernement représentatif, c'est que les électeurs agissent sur les élus, mais quid des gens qui ne peuvent pas voter, bon, d'autant plus qu'il y a une littérature, notamment Akanen Bartel et Gillen Page, qui montre qu'en réalité, les élus n'écoutent pas les desiderata de leurs électeurs, mais davantage de leurs donateurs et de leurs donateurs fortunés. Donc il y a un certain nombre de propositions théoriques par divers auteurs, comme Dominique Bourg par exemple en France, mais également un certain nombre d'autres dans le monde anglo-saxon, qui proposent d'utiliser des panels tirés au sort, qu'on appelle donc des mini-publics délibératifs, pour adresser les enjeux de long terme, notamment les enjeux environnementaux. Il y a également des revendications militantes. Je pense qu'on a tous entendu parler d'Extinction Rebellion, dont la troisième demande est donc d'avoir des assemblées tirées au sort sur ces enjeux-là. Et puis il y a des expérimentations politiques à différents niveaux, au niveau local, notamment en Australie ou en Angleterre, au niveau régional, en Écosse et au Pays de Galles, et puis au niveau national, en Irlande, Royaume-Uni et en France. Donc la revendication, c'est que ces dispositifs vont être utiles. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils sont réellement mis en place. Donc moi, l'approche que je propose, c'est une analyse qualitative intégrale qui s'est basée sur une observation totale du dispositif irlandais et du dispositif français, de la première session à la dernière session, sans interruption, et puis de quelques entretiens pour la France et de beaucoup d'entretiens pour l'Irlande, parce que les entretiens pour la France sont encore en cours de route. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit un peu avec la première slide avec les photos. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont eu lieu dans l'histoire qui utilisaient du tirage au sort à des fins délibératives. Le plus vieux, c'est le Conseil supérieur de la fonction militaire depuis les années 60. Il y a également les jurys citoyens et les cellules de planification qui ont eu un grand succès aux États-Unis et en Allemagne notamment. Les conventions de citoyens qui visaient plutôt à faire du technology assessment, ça veut dire à évaluer les risques technologiques. Les sondages délibératifs qui, eux, permettent une plus forte représentativité du panel en incluant plusieurs centaines de citoyens tirés au sort, mais avec un temps de délibération assez court. Les Citizen Initiative Review qui visent à produire une information impartiale. Et puis les assemblées citoyennes au niveau mondial à partir de 2004, avec des premières assemblées sur la réforme électorale, des assemblées sur la réforme constitutionnelle, notamment en Islande et en Irlande, et puis des tentatives d'assemblée de la société civile en Belgique et en Australie. On peut assigner un certain nombre de différentes missions à ces dispositifs délibératifs. De la plus faible à la plus forte, on pourrait dire que la première vise simplement à inclure quelques citoyens dans la vie politique et éventuellement à les éduquer, dans une vision qui est parfois un peu paternaliste.
On peut également vouloir les consulter, donc savoir ce que, comme dit Fifkin, ce que les citoyens pensent quand ils ont eu le temps de s'informer et de réfléchir. On peut également demander à ces mini-publics de produire une information impartiale, c'est le cas des Citizen Initiative Review qui produisent une information avant des référendums. On peut envisager des mini-publics pour contrôler des officiels, des politiques publiques et des élus. Certains budgets participatifs et jurys citoyens procèdent à de l'allocation de certains budgets. La fonction la plus répandue, on va dire que c'est celle de faire des propositions de politique publique, des recommandations. Certaines propositions, en 7e position, théoriques pour l'instant, proposent de tirer au sort une chambre du Parlement ou de créer une 3e chambre. Et puis, les 2 derniers points, c'est les points dont on va parler plus tôt aujourd'hui, à savoir les enjeux de constitution et de révision constitutionnelle. Et puis, donc, on l'a dit, les enjeux de long terme, notamment proposés par les travaux de Dominique Bourg. Voilà, je passe sur les principes du tirage au sort, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs et qui ne sont pas tous équivalents, mais je passe là-dessus pour rentrer dans le cas irlandais. Donc, je vous ai mis à nouveau une photo quand c'était Noël. Donc voilà, l'Assemblée irlandaise, il faut savoir que déjà, celle dont je vais parler, il s'agit de celle de 2016-2018, parce qu'il n'y a pas eu une Assemblée irlandaise, il y en a eu plusieurs. On en est maintenant à 4, je ne vous ai pas mis la 4e parce qu'elle est encore en cours de route à l'heure actuelle. Pour l'instant, de terminer, il y a eu 3 assemblées citoyennes qui n'ont pas chacune donné des référendums, mais certaines ont donné des référendums, et sur un total de 3 référendums, sur un total de 4 référendums, 3 ont été approuvés au final. Donc la première assemblée citoyenne a eu lieu dans un cadre non étatique, initié par la société civile, par l'association We the Citizen, qui visait surtout en fait à donner un modèle délibératif à suivre de rigueur procédurale, et à inciter la classe politique à sauter le pas et à vraiment mettre en place une assemblée citoyenne, parce que la classe politique avait annoncé qu'elle comptait le faire, mais le projet avait pris du retard. Ensuite, la Convention sur la Constitution, Convention on the Constitution, est mise en place pour réviser 8 articles de la Constitution, et puis peut choisir 2 autres thèmes, et c'est notamment cette assemblée-là qui va proposer la légalisation du mariage homosexuel. Elle va également proposer la réduction de l'âge minimal du président, qui sera soumis à référendum, et donc le même jour, les Irlandais ont approuvé la légalisation du mariage homosexuel et rejeté la réduction de l'âge du président, ce qui signifie bien que c'est pas parce qu'on fait une assemblée citoyenne tirée au sort que les propositions sont automatiquement acceptées à référendum. Cette assemblée ayant la particularité d'être composée de 66 citoyens tirés au sort et de 33 élus des différents partis politiques. L'assemblée citoyenne dont je vais vous parler, qui s'appelle tout simplement The Irish Citizen Assembly, donc l'Assemblée citoyenne irlandaise, il n'y a pas vraiment de nom spécial pour celle-là, a eu lieu de 2016 à 2018. Elle est composée de 99 citoyens tirés au sort. Elle est présidée par une juge de la Cour suprême. Et en fait, toutes ces assemblées citoyennes prennent sens quand on prend en compte le contexte irlandais, qui est le fait qu'il y a une contrainte structurelle, un référendum est obligatoire pour tout changement constitutionnel. Cette assemblée a eu différents enjeux à traiter, l'avortement, qui a été celui dont on a le plus parlé, qui a un peu fait de l'ombre aux autres enjeux, le vieillissement de la population, l'enjeu climatique pendant le week-end, les enjeux de référendum et la question des fixed term parliaments. Et puis donc, la proposition de l'avortement a été la seule à être mise à référendum et a remporté 66% d'approbation. Il y a un certain nombre de limites pour ces mini-publics. Le premier, c'est qu'on voit qu'en termes d'agenda, c'est assez confus. Il y a un patchwork de liens sans sujet. En règle générale, c'est ce dont les élus ne veulent pas discuter. L'économie, alors que c'était le facteur initial de discussion sur les assemblées citoyennes, puisqu'il y avait la crise économique des subprimes, a été la grande absente des délibérations, on n'en a pas parlé. En termes de throughput, c'est-à-dire en termes de délibération, le mini-public a été relativement contraint par des rappels à l'ordre, des limitations du temps. Et puis un expert advisory group relativement puissant dans la mesure où il avait une forte influence sur le bulletin de vote sur lequel les recommandations pouvaient être votées. En termes d'output, on a beaucoup parlé des référendums qui ont été remportés, mais il y a des impacts quand même assez ambigus, puisque je vous l'ai dit, il y a un succès et un échec le même jour, donc il n'y a pas de causation. À partir du moment où une assemblée citoyenne propose une politique, elle sera approuvée, ça c'est pas vrai. Et puis, finalement, il y a des études qui montrent que le mini-public a été en fait relativement marginal par rapport à d'autres facteurs, l'action des partis politiques, l'action des ONG, le changement démographique en Irlande, etc. Et puis, dernier point, l'Assemblée citoyenne de 2016-2018 avait proposé la légalisation de l'avortement à 64%, le référendum l'a validé à 66%, donc plus fortement.
et puis beaucoup de ces recommandations ont finalement été ignorées et mises de côté. Sur le climat maintenant, on a un bilan qui est plutôt mitigé. Il faut d'abord remarquer que le climat, en fait, à la base, ne figure pas à l'agenda de l'Assemblée citoyenne irlandaise. Elle est ajoutée parce que l'Irlande étant un pays qui respecte un peu plus le Parlement que la France, si on peut dire ça comme ça, le mandat et les cadres de l'Assemblée ont été débattus au Parlement, ce qui n'a pas été le cas pour la Convention française. Et donc, le groupe écologiste a proposé de rajouter un thème, celui du climat, qui était donc en dernière position, 5e position sur 5 thèmes. C'est le mini-public lui-même qui va prioriser ce thème en demandant à ce qu'il soit remonté en 3e position et qui va également réclamer une augmentation de son temps délibératif. À la base, un seul week-end est prévu pour discuter du climat et les citoyens réclament plus de temps. Un autre week-end leur sera accordé. Les citoyens vont également révéler une forme d'agency, d'autonomie, en critiquant la formulation de la question, qui était « Comment faire de l'Irlande un leader dans la lutte contre le changement climatique ?» La réaction des citoyens étant déjà respectons nos objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre avant de prétendre être un leader. Ça a également été un des thèmes qui a attiré le plus de submissions, de propositions, par ce qu'on appelle le midi public. Le mini public, c'est les tirés au sort, le maxi public, c'est la population, et le midi public, c'est les militants qui vont se mobiliser pour faire des propositions, notamment au panel tiré au sort. En revanche, ces propositions n'ont pas vraiment eu un impact fort. Elles n'ont pas été beaucoup discutées, eu égard au temps contraint. Je pense que la même chose peut être dit de la Convention climatique. On voit également dans les points un peu plus problématiques, on va dire ça comme ça, que le processus a été très cadré par le haut et très orienté par des experts, et notamment de façon intéressante, beaucoup moins, en termes procéduraux, beaucoup moins rigoureux et impartial que précédemment. Alors que les débats sur l'avortement et dans une moindre mesure sur le vieillissement de la population avaient été conduits dans un esprit de contradictoire, où il y avait toujours un expert présentant une position et un expert en présentant une autre, ou alors un expert faisant une synthèse de toutes les positions possibles sans exprimer de préférence personnelle. Pour le climat, il y a eu une tendance à plutôt ne pas faire ça et plutôt dire que toutes les solutions étaient compatibles et qu'il n'y avait pas vraiment de choix à faire entre elles. De plus, on note qu'il y a une forte critique de l'État. 9 propositions sur 13 vont parler de l'État, vont critiquer l'État, vont dire que l'État doit faire ceci ou cela, ce qui est en accord avec la question, mais ce qui laisse de côté totalement ce qu'on pourrait appeler le système capitaliste, les firmes, les enjeux de mondialisation et les enjeux financiers. Il n'y a pas de débat notamment sur la question de la croissance, est-ce que ce concept fait sens, ou sur l'enjeu de la mondialisation. Et dans une large mesure, en termes de paternité des propositions, il n'est pas évident de dire que les citoyens ont eux-mêmes écrit leurs propres propositions, puisque dans un certain nombre de propositions, on voit que ça vient directement des recommandations, ce qui sera d'ailleurs dit par la chaire. Et puis, il y a un accent assez fort vers le solutionnisme technologique et, ce qu'a dit la chaire aussi d'ailleurs, win-win situation. Donc, finalement, pas de choix à faire entre différentes options contradictoires, mais plutôt prendre tout, quoi. Il y a également, sur la question de la taxe carbone, une très étrange formulation. Ça a été la mesure qui a été votée avec le plus faible taux, alors que d'habitude, on est dans les 90%, celle-là est plutôt à 80%. C'est que la formulation prend la forme d'un sondage. La question n'est pas veut-on mettre en place une taxe carbone, mais est-ce que les citoyens tirés au sort dans l'Assemblée sont d'accord pour eux personnellement payer une taxe sur le carbone, ce qui est une formulation très étrange. Après la convention, après l'Assemblée, sur ce point-là, le rapport a été transmis à un comité parlementaire multipartite, et puis il y a eu un état d'urgence écologique déclaré, et puis il reste à voir ce que ça donnera en termes de politique publique. Je vais être un peu difficile au niveau du temps. Bref, on peut voir qu'il y a une forte division du travail délibératif, à la fois dans ce mini-public, mais dans beaucoup d'autres, avec un mandataire, donc qui est le gouvernement, qui demande une assemblée et en choisit le mandat. Un secrétariat qui, là, est composé de civil servants, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires, qui va sélectionner les prestataires et faire l'organisation. L'Institut de sondage va recruter le panel. Là, ça ne va pas être par génération aléatoire des numéros de téléphone, mais par recrutement aléatoire en face à face, au porte-à-porte. Un groupe d'experts advisory qui va surveiller le processus, préparer le programme et sélectionner en partie les intervenants. Un steering group qui va approuver le programme. Des modérateurs, des preneurs de notes à toutes les tables qui aident à l'égalité et à l'efficacité de la délibération. Des intervenants qui vont informer le panel de façon contradictoire, surtout pour les débats sur l'avortement, mais beaucoup moins pour le changement climatique. La chaire juge de la Cour suprême qui préside les débats et présente les rapports au Parlement. Et les citoyens tirés au sort qui écoutent, délibèrent et votent.
Bon, maintenant, si on regarde ce qu'on a sur l'Irlande et qu'on essaie de décaler le regard sur la France, on note que finalement, il y a un certain nombre d'originalités et de potentiels problèmes par rapport à ça. Déjà, le contexte est pas tout à fait le même, mais c'est un contexte de crise, pas de même nature, mais ça reste un contexte de crise. Et finalement, une chose qui est assez surprenante, c'est qu'après les Gilets jaunes et le grand débat qui avaient dans ces thèmes le thème écologique et qui avait récolté par les conférences régionales tirées au sort, par les réunions participatives, par la plateforme Internet, un grand nombre de contributions sur l'écologie, le choix est fait de repartir à zéro. Ça veut dire que ces contributions ne seront pas utilisées par la Convention climat, on repart de zéro. De façon intéressante aussi, dans l'origine, on passe d'un discours de certains acteurs de reproduisons le modèle irlandais à la Convention est une innovation radicale inédite au niveau mondial. Et de facto, le modèle irlandais ne sera pas reproduit en fait dans la Convention climat. On a un dispositif plus conséquent, plus gros, plus long, mais qui a un certain nombre d'éléments de design qui ne correspondent pas au modèle ni des assemblées irlandaises, ni d'ailleurs des assemblées canadiennes, néerlandaises et autres. Donc on a 150 citoyens dans 5 groupes thématiques GT qui travaillent en silo, qui ont beaucoup travaillé en parallèle. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a 5 jurys citoyens finalement sur chacun leur thème, se nourrir, produire et travailler, etc. Ou est-ce qu'on a une assemblée, ce qui était indiscutable dans le cas irlandais, puisque tous les citoyens travaillaient en même temps ensemble. Et donc, est-ce qu'on a une intelligence collective à 150, à 30 ou à 5, et est-ce qu'on arrive à rendre cohérent des propositions qui ont été travaillées par des groupes différents et qui communiquaient de façon, certes, régulière, mais limitée. Sur l'enjeu de la représentation, et à nouveau, ça c'est pas propre à la Convention climat, mais dans ce que j'appelle une représentation délibérative, il faut distinguer 5 niveaux. Premièrement, une assemblée citoyenne ou un mini-public n'est pas un échantillon représentatif. Un échantillon représentatif nécessite un beaucoup plus grand nombre d'entités tirées au sort et potentiellement une obligation de participer. Donc on pourra parler de panels diversifiés. Si on tirait juste au sort 150 personnes sans quota, ce ne serait pas représentatif du tout. Les quotas sont nécessairement arbitraires. Il y avait 4 critères en Irlande et 6 en France qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et par exemple, au Canada, il y avait des critères qui étaient liés aux enjeux des First Nations, des indigènes. Qui n'a pas été le cas en France, donc il y a forcément une réflexion à avoir sur les quotas. Troisième point, il y a eu en France et en Irlande un souci de représentation démographique, mais il n'y a pas eu de test de représentation des opinions, notamment sur l'alignement droite-gauche ou le positionnement sur les enjeux comme l'avortement, le réchauffement climatique. On ne sait pas, en tout cas quand on fait le tirage au sort, si ce sera représentatif en termes d'opinion de la population. La représentation doit aussi s'exprimer dans la diversité et le contradictoire des présentations, et ça, ce sera l'objet d'une autre discussion. Et enfin, il y a l'enjeu du mini-public comme étant contrefactuel après la délibération. Est-ce que, après avoir délibéré, les tirés au sort ont changé et donc ne représentent plus l'opinion qu'avaient les citoyens qu'ils représentaient à l'origine? Et est-ce que ça est souhaitable, problématique? Est-ce que sans ça, le mini-public ne sert à rien? Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Bon. L'Assemblée, la Convention va bénéficier de plus de temps, avec 7 week-ends et 2 sessions en ligne, et de plus de budget, avec 5 millions d'euros, mais également d'un accueil institutionnel dans la 3e chambre de la République, le CESE. Et puis des différences avec l'Irlande, on peut en trouver bien d'autres. La politisation des organisateurs, l'absence de facilitation aux tables, les asymétries dans les prises de parole des intervenants, et l'importance plus prononcée des experts. Pour le détailler, on peut passer ces différents points en revue. En termes de sujets, on voit que l'Irlande avait plusieurs thèmes, ce qui la rendait donc, qui rendait sa délibération plus éclatée et moins approfondie, contrairement à un thème seul dans la Convention française. Le mandat a été donné par proposition du gouvernement et vote du Parlement, ce qui a donc permis des amendements dans le cas irlandais, alors qu'en France, on a une lettre du Premier ministre. En termes de durée, on a 11 week-ends au total pour l'Assemblée, mais seulement 2 sur le sujet du climat. Et de plus, leur week-end, c'était 2 jours, alors qu'en France, c'était plutôt des week-ends de 3 jours. Alors qu'en France, on a donc 7 week-ends sur 7 mois, c'est pas tout à fait ça, il me semble que c'est 9 mois. J'aurais dû modifier ça. Le budget est également plus conséquent en France, avec 5 millions d'euros contre 2,5 millions en Irlande. Et par contre, au niveau des organisateurs, on peut voir que là, il y a une sensibilité à avoir des acteurs apolitiques et indépendants, une juge de la Cour suprême, des civil servants, et dans le comité d'experts,
quasiment exclusivement des professeurs et pas des gens nécessairement plus politisés que ça. Et puis, donc, civil servant, ça implique de ne pas être engagé dans une association politique, de ne pas avoir pris des positions, etc. En France, on voit un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une orientation très politique et engagée, avec des présidents de think tank, des militants, des membres de corps intermédiaires, syndicats, associations patronales, etc. Et puis également des professeurs, il en faut, c'est important. En termes d'effectifs, l'Irlande propose 99 citoyens tirés au sort pour 5 millions d'habitants, la France 150 citoyens tirés au sort pour 65 millions d'habitants. Et puis le point le plus important à mon sens, le découpage en sous-groupes. Il faut voir que l'Irlande, comme vous l'avez vu sur les photos que je vous ai montrées, c'était une seule pièce avec 14 tables de 7 citoyens, et toutes les tables entendaient donc les mêmes experts et délibéraient en même temps sur la base des mêmes informations. Toutes les questions étaient entendues en plénière par tout le monde. Il n'y avait pas donc d'asymétrie d'information entre les citoyens. À l'inverse, la convention, c'est 5 groupes thématiques de 30 citoyens avec une escouade transversale qui n'a pas duré éternellement. Et puis donc une partie des auditions d'experts qui a lieu en plein air, mais une autre assez importante qui a lieu en groupe thématique, ce qui implique donc que les citoyens n'entendent pas tous les mêmes experts, n'entendent pas tous les mêmes questions, et donc ne peuvent pas réfléchir sur la base des mêmes informations et sur la base des mêmes échanges. En termes de facilitation, je l'ai dit, l'Irlande propose un facilitateur et un preneur de notes par table de 7 citoyens, afin de noter tous les débats et puis de faire circuler la parole. La France fait un choix un peu différent, qui se rapproche plus du jury citoyen pour le coup, avec 2 animateurs professionnels par groupe thématique de 30 citoyens. Puis ensuite, ce nombre a été augmenté. Et puis sur les experts et sur les intervenants, on voit qu'en Irlande, la trace du débat sur l'avortement est restée, donc on a des temps de parole identiques, qui sont à 20 minutes. On a une grande majorité de chercheurs, et dans la majorité des cas, il y a une focalisation sur des faits scientifiques. Ça, la recherche l'a montré. Et souvent, les personnes refusent de répondre quand on leur demande leur avis personnel, leurs recommandations et leurs opinions. En France, on a plutôt des temps de parole variables de 60, 50, 15, 7, 5 minutes selon les personnes, selon les moments. Et puis, donc, on a une plus grande variété d'intervenants avec des experts, des ministres, des syndicalistes, des PDG, qui vont plutôt tendance à adopter un discours propositionnel. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Bon, je développerai ce point plus avant cet après-midi avec mon collègue Simon Beckland, mais déjà, sur la question de la neutralité de l'expertise et de l'influence, on peut noter des différences importantes entre les deux dispositifs. Dans l'Irlande, l'Expert Advisory Group est composé de professeurs et de docteurs qui n'ont pas donc d'engagement politique dans des structures comme des think tanks ou ce genre de choses. En France, on a un groupe d'appui qui a une sélection et des types d'expertise un peu plus flous, avec des gens dont il n'est pas aussi clair de savoir leur aire de compétences et leur contribution scientifique reconnue par leur pairs. En Irlande, on a aussi une très stricte surveillance des interactions, des influences. À un moment, des citoyens ont noté qu'une personne, la réunion a eu lieu dans un hôtel, et une personne a été venue leur parler au bar pour leur demander leur avis sur certaines choses et leur dire « Ah, vous devriez faire ça ». Et immédiatement, cette personne-là a été notée comme ne devant plus s'adresser aux citoyens et comme étant une tentative de lobbying absolument intolérable. Et donc, il a été vraiment répété, si des gens viennent pour vous contacter, pour vous dire quoi faire, il ne faut pas les écouter, il faut nous le signaler, c'est très grave, etc. En France, la position a été totalement inverse, c'est-à-dire que les organisateurs ont encouragé les citoyens à aller voir leurs syndicalistes, leurs chefs d'entreprise, les députés, les maires sur leur territoire, des acteurs associatifs, etc. Et également d'ailleurs à se médiatiser et à donner des interviews dans des médias avec leur vrai nom, leurs photos, ce qui leur permettait d'être identifiés et potentiellement contactés, ce qui était strictement interdit en Irlande. De plus, les interactions avec les experts invités ont été beaucoup plus fusionnelles, on va dire, les experts et organisateurs prenant parfois le stylo ou suggérant directement des formulations aux citoyens, ce qui était strictement interdit en Irlande. Ce qui se passait, c'est-à-dire que les experts faisaient leur présentation de 20 minutes, après les citoyens délibéraient à leur table pour décider des questions adressées à l'expert, et dans ce temps-là, l'expert pouvait éventuellement venir à une table, donc de 7 citoyens, en présence du facilitateur et du modérateur, pour répondre à une question de clarification seulement, pour les aider à formuler leurs questions. Et il était toujours accompagné d'un autre modérateur qui s'assurait que la discussion ne dérivait pas et que l'expert ne donnait pas son avis. En France, c'est pas vraiment cette pratique-là qui a été vue.
Sur la question des manques, je reviendrai là-dessus avec mon collègue dans la présentation de cet après-midi. La difficulté est sans doute que le changement climatique étant un enjeu où il n'y a pas de clivage aussi clair que pour l'enjeu de l'avortement, on est pour ou on est contre, il est plus difficile d'instaurer une équité et un débat vraiment contradictoire sur un enjeu qu'on appelle, que Hans-Luger Dinel appelle une question ouverte, un problème ouvert. En revanche, il faut voir que cet investissement des experts peut être vu comme étant bénéfique pour la quantité et le détail des propositions. L'Irlande propose 13 orientations assez courtes et limitées. La France propose 149 propositions précises, faisant référence à des textes de loi et proposant des aménagements rédigés. C'est donc potentiellement un trade-off entre ce qu'on pourrait appeler le contrôle citoyen ou l'indépendance citoyenne et le détail des propositions si les experts sont plus intégrés au dispositif. En revanche, on peut s'interroger sur le but, puisque des analyses ont montré que les mesures finalement qui ont été proposées par la Convention, mais également par l'Assemblée irlandaise, étaient finalement relativement connues et populaires. Et donc, on peut s'interroger également sur le refus du référendum, malgré en réalité une opinion favorable de la population française pour ces mesures. Et puis, dans les revendications plus générales sur les assemblées, sur les enjeux climatiques, on se demande s'il s'agit de forcer la main des élus ou du peuple, ou des deux, et donc d'utiliser des mini-publics dits démocratiques pour finalement pouvoir affronter d'autres modalités d'expression également démocratiques. Je conclue rapidement sur 3 pistes d'amélioration. Il me semble que d'abord, il est important d'accepter la possibilité que le mini-public ne s'alignera pas nécessairement sur les préférences politiques de ceux qui ont milité pour le mini-public ou organisé cette assemblée. Ça doit être absolument essentiel. Il ne faut pas militer pour un mini-public uniquement dans l'espoir que le mini-public valide ce que l'on pensait déjà. Ce qu'il faut, c'est donc accepter une procédure accepter une décision issue d'un processus délibératif, car la procédure est vue comme juste et impartiale. Et c'est notamment le cas des Citizen Initiative Review, où les partisans des camps du oui et du non au référendum observent le processus délibératif et ensuite admettent que l'un comme l'autre estime que les délibérations ont été honnêtes, impartiales, transparentes. Il ne faut pas donc juste voir dans les mini-publics une façon de donner une caution citoyenne à ce qu'on pensait déjà et aux préférences politiques qu'on avait déjà avant. Je l'ai noté, il y a donc une difficulté sur la question du changement climatique à délibérer sur des problèmes ouverts par rapport aux problèmes fermés, puisque ça implique nécessairement un cadrage plus arbitraire, des dimensions qui semblent clivantes, alors que dans des enjeux déjà clivés, c'est plus simple d'avoir des acteurs pour cliver ces dissensus et ces controverses. Donc 3 pistes d'amélioration, et après je m'arrête là. Il faudrait donc créer des espaces de métadélibération, ce que l'Irlande a fait en partie au début des sessions, afin de rendre transparents les choix de cadrage et pouvoir les discuter. Pourquoi est-ce qu'on invite tel expert? Pourquoi est-ce qu'on formule telle proposition? Pourquoi est-ce qu'on donne tel temps? La deuxième piste, ce serait d'institutionnaliser les mini-publics, j'ai un autre article là-dessus, afin que les procédures ne soient plus arbitrairement modifiées, mais également la place des mini-publics dans le système politique, et notamment l'enjeu du cherry-picking des élus. On devrait savoir quelle est l'articulation entre un mini-public et un système politique. Et là-dessus, ne pas passer du fétichisme des élections à celui du tirage au sort, et considérer les mini-publics comme un élément du système délibératif, et pas le seul élément, et donc penser à les articuler de façon institutionnelle, à des avenues comme les référendums, par exemple, et puis également penser leur rapport avec la société au sens le plus large, et notamment les mouvements sociaux. Et je m'arrête là.